What's up? Vous allez bien? Super, car aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau sujet. Aujourd'hui, on va parler fleurs. Des fleurs? Trop bien. Et quelles fleurs? Justement, aujourd'hui, on va parler de la Phalaenopsis hybride, connue du coup précisément sous le nom de orchidée papillon. C'est parti! En voilà une en phase terminale. Je suis gentil, il y en a une deuxième qui a fini sa floraison. Sinon, l'orchidée ou Phalaenopsis hybride est une des fleurs en pot les plus vendues sur le marché. Quand tu as la flemme de chercher et que tu as pas le temps, en général, tu prends une orchidée. Et ne me dites pas l'inverse parce que je sais très bien que c'est vrai. Elle est facile d'entretien, n'est pas exigeante et ne demande que de la tranquillité. Ce sont des plantes monopodiales. Ça veut dire qu'elles vont produire une seule tige par l'alternance des feuilles imbriquées l'une dans l'autre. Elles sont de forme oblongue assez large, à bout arrondi, plutôt épaisse. Toutes les espèces sont multiflores, produisant au minimum 3-4 fleurs par ampe, voire plus selon les espèces, et fleuries à n'importe quel moment. Ces dernières ont une taille assez homogène dans le genre. Elles sont souvent principalement la couleur rose, violette, blanche, crème, orangée, jaune, souvent tachetée de brun, pourpre et rose. Le label est souvent marqué de jaune, orange ou rose ou brun. Tout dépend de l'orchidée. Ce sont des orchidées épiphytes très majoritairement présentes en Asie tropicale. De base, l'orchidée pousse en hauteur, à l'envers et sur les arbres. C'est une plante aérienne qui adore la lumière non directe vu qu'elle pousse en forêt tropicale. La floraison est rapide pour certaines espèces et elle peut vivre longtemps si elle se plaît bien. Elle fait partie de la famille des Orchidacées qui est pour le coup très vaste. Elle peut se reproduire facilement avec un peu de patience. Après un certain temps, elle va produire ce qu'on appelle des keiki. Les keiki poussent sur un œil de hampe en bonne santé. Et au bout d'un certain temps, il faudra le séparer de la plante mère au risque de l'épuiser et de la tuer par manque d'énergie. Il faudra le séparer au moment où il aura 3 racines aériennes et voire même 2-3 feuilles. Il n'y aura plus qu'à le rempoter dans un pot transparent avec du coup du terreau spécial orchidée et de la sphaigne. Les fleurs de l'orchidée ressemblent à des papillons, d'où son autre nom, orchidée papillon. L'orchidée est cultivée in vitro en laboratoire, car sa vente de graines est apparemment interdite en France, car le commerce des orchidées est très réglementé. En effet, car non seulement les graines d'orchidée sont minuscules, mais en plus de ça, instables, car la germination est longue et aléatoire, et qui aura également besoin d'aide d'un espèce de champignon qui l'aidera à garder ses apports en carbone organique et d'autres nutriments pour le protocorne, encore non chlorophyllien et incapable d'exploiter lui-même le sol. Le champignon est bénéfique pour l'orchidée, mais peut également être destructeur pour d'autres espèces, ce qui explique pourquoi la vente de graines est réglementée. L'orchidée fait également partie de la famille immense des Orchidacées et possède des racines cirées et aériennes. On fait également attention à nos amis les animaux, car l'orchidée est toxique pour eux. Anecdote, l'orchidée est une cousine, du coup, de la vanille. Le Phalaenopsis hybrides, du grec ancien phalaina, phalène, et opsis, aspect, c'est-à-dire qui a l'aspect d'un papillon de nuit, est une plante à fleurs de la famille des Orchidacées. C'est en Chine que disposent les plus anciens documents traitant la connaissance de l'orchidée. En Europe, c'est le philosophe et botaniste grec Théophraste qui a donné le nom orchis, orchidion égale testicule, PTDR, à la plante, en référence à ces bulbes souterrains de la même forme que les attributs masculins. Ça parle beaucoup de bites ici. Les orchidées épiphytes, et pas épiphytes, celles que sont cultivées en intérieur en Europe, vivent à l'état sauvage dans les forêts tropicales de l'hémisphère sud d'Afrique, d'Amérique latine, en passant par les îles de l'océan Indien et d'Asie tropicale et subtropicale. Ce sont les explorateurs et commerçants européens qui ont été en premier contact avec les orchidées tropicales. Pourtant, dans les années 1400 à 1700, la priorité des royautés européennes était l'or et les épices. Les orchidées demeuraient une simple curiosité. L'engouement de l'Europe pour les orchidées tropicales est à son apogée dans les années 1800, coïncidant avec la recherche du célèbre botaniste Darwin. C'est le français Marie-Louis Aubert du Petit Thouars, après la découverte des flores des îles Mascareignes, entre autres la Réunion, l'île Maurice et Rodrigue, et Madagascar, qui expédiait ces plantes en Europe. En Angleterre, c'est le botaniste William Catley qui entame une importante collection d'orchidées et qui a obtenu la floraison des orchidées tropicales en serre chaude. John Romini, quant à lui,
a réussi la création d'une orchidée hybride par croisement de 2 espèces différentes. Les riches européens voulaient tous apprivoiser cette plante exotique d'exception, et les opportunistes s'improvisaient en importateurs d'orchidées. C'est ainsi que les splendides variétés d'orchidées comme la Phalaenopsis, la Bulbophyllum et la Cattleya arrivent en France et en Europe. Et même si certaines espèces sont en voie de disparition et nécessitent une protection, certains individus font encore la découverte de nouvelles espèces rares, comme la découverte récente du Bulbophyllum nocturnum, dont les fleurs ne s'ouvrent que pendant la nuit et en pleine obscurité, ou encore la découverte de 8 espèces vietnamiennes en 2015. C'est si simple, les Phalaenopsis, vous n'avez pas idée. C'est une plante qui adore la lumière non directe, sinon elle brûle. Donc à placer dans une pièce lumineuse, de préférence dans une salle de bain lumineuse car elle adore l'humidité ambiante. Mais aussi les espaces aérés comme les salons. Elle supporte en température minimum 10 degrés, en moyenne entre 17 et 25 degrés et maximum 30 degrés. Elle nécessite en moyenne un arrosage à base d'eau de pluie environ une fois par semaine et déteste l'eau stagnante au risque de lui faire pourrir ses racines. Préférez du coup un arrosage en bain avec de l'engrais liquide pour stimuler la floraison de mars à octobre. Toujours la rempoter dans un pot transparent car les racines ont aussi besoin de lumière non directe. La rempoter une fois par an au printemps, uniquement quand la plante est hors floraison, au risque de déstabiliser la floraison et que les fleurs s'affaiblissent et tombent. On reconnaît la santé d'une orchidée par rapport à la couleur de ses racines et de ses feuilles. Si les feuilles sont jaunes et trop molles, trop d'eau. Si les feuilles brunissent, retombent et durcissent, pas assez d'eau. Si les racines sèchent, pensez à tailler celles qui sont abîmées pour vraiment concentrer la croissance au niveau des racines qui sont encore saines. Si les racines sont encore de couleur verte, claire et avec un aspect ciré, c'est qu'elles sont en bonne santé. Rempotez uniquement votre orchidée avec du terreau spécial orchidée, rien d'autre, au risque de l'avoir étouffée et pourrir et de lui dire adios. Lui donner de l'engrais liquide spécial orchidée de mars à octobre, et une fois tous les 15 jours. Enfin, avec les nouvelles hampes, amusez-vous du coup pendant sa croissance à faire des formes. J'en suis sûre qu'on peut faire des merveilles avec. Perso, je vais tenter une étoile de David avec 4 orchidées que je vais pouvoir modéliser pour le fun quand j'aurai la force et la volonté. Les orchidées sont jolies, mais attirent pas mal de jalousie autour d'elles. Présentons son magnifique harem. Ses premiers amants sont les pucerons, assez fréquentes sur les plantes florales. Son plan B sont les alrodes. Ce sont des microscopiques papillons blancs, sauf que ça va kidnapper toute la race de l'orchidée et la foutre au tapis. Son plan C, les trips. À la vie, à la mort. On les préfère surtout morts, cancer comme ils sont. Son plan D, nos potos, les cochenillas boubou et farineuses. À griller sous un bon lance-flamme et à les transformer en bons méchouis. Sans les goûter par contre. Et son dernier plan de secours, les tiques. Ton pire cauchemar, même ta belle-mère, tu les préfères à eux. Ensuite, elle peut choper plein de MST végétal si tu en prends pas soin. Sa mycose à elle, c'est le white jam, peut développer une belle syphilis des familles comme le spotting, la pourriture brune, la pourriture grise, la pourriture des racines, l'anthracnose qui fait penser à un vieux tableau de Van Gogh version Wish, la rouille, la pourriture fusarienne et les champignons moelleux. Ça fait beaucoup là, non ? Elle fait beaucoup envie à la madame, mais bon, la plupart des maladies ou parasites sont rares. Le reste, c'est à vous d'en prendre soin et de vous informer un max. Et que si vous avez un doute, il suffit de demander de l'aide à un vendeur possédant un certificat. Il n'y a pas de question bête, sachez-le, mais vous prévenir que guérir. Coupez ce qui est mort, elle repartira toute seule si c'est le cas. Sinon, c'est que c'est trop tard, le cœur a pourri, c'est Kaddish. Bref, beaucoup de choses à dire sur cette plante, malgré qu'elle soit passionnante et fascinante. J'espère que ces infos vous ont été utiles et que vous allez les appliquer. Encore une fois, je peux me tromper sur certaines infos, mais je reste un maximum précise. Je reste avant tout passionnée et j'aime partager cette passion avec vous. Et ma mission est de vous guider. On se retrouve pour une prochaine vidéo, du coup cette fois-ci plus rustique et artisanale. J'espère qu'elle vous plaira. Flower power à vous et souriez. La vie est belle, c'est à vous de la fleurir. Prenez soin de vous. Ciao!